Yeppa! Bienvenue à tous et à tous sur ce podcast Résiliente. Je m'appelle Pauline, je suis danse thérapeute et j'accompagne les femmes à faire leur résilience après des violences pour se reconstruire dans tout son être, cœur, corps et esprit. La résilience, c'est la capacité à se reconstruire après un événement, après un traumatisme. C'est quelque chose d'inné que l'on a tous en nous. Chaque mois, une femme exceptionnelle nous raconte son histoire et nous livre son expérience de résilience. Ce podcast est un message d'espoir pour toutes les femmes qui en ont besoin. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Johanna, je suis ravie de t'accueillir pour ce podcast, ce tout premier épisode de Résilience. Je suis ravie de tout simplement que c'est un honneur pour moi de te poser ces questions pour ce tout premier épisode. Un grand merci de ta confiance, un grand merci d'être là et j'ai hâte que tout simplement qu'on puisse partager, échanger autour de ton histoire et savoir un petit peu ton message que tu as envie de diffuser à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont en train de se reconstruire peut-être, qui ont envie de faire leur résilience. Voilà, c'est vraiment un message d'espoir qu'on a envie de passer aujourd'hui. Donc, un grand merci à toi d'être là. Merci Pauline, bonjour à tous les auditeurs. C'est pour moi vraiment un immense honneur d'être là. Merci pour ton invitation. Vraiment, c'est une joie pour moi de pouvoir être là et de partager ça avec toi et avec toutes les personnes. Super, on va commencer avec la première question. Juste te présenter en quelques mots, expliquer un petit peu ce que tu fais, ton parcours, tout simplement. Parfait. Alors moi je m'appelle Johanna Romba, donc je suis maman, j'ai 35 ans bientôt. Donc pour moi je les ai déjà là le 23 juin. Et je suis éducatrice parentale en discipline positive, spécialisée en prévention contre l'abus sexuel infantile. Donc voilà, donc j'agis sur les réseaux, je forme des parents et des professionnels à savoir mieux protéger les enfants et à permettre du coup de développer chez l'enfant l'autoprotection contre l'abus sexuel infantile par une éducation sexuelle adéquate. Ma particularité, en fait, c'est que je suis une survivante de l'abus sexuel que j'ai vécu durant mon enfance. C'est pour cette raison que je suis arrivée aujourd'hui à agir dans ce domaine qui me tient particulièrement à cœur. Exactement, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça plus en détail, mais en tout cas, tu fais un travail remarquable et je vous invite à aller d'ailleurs on peut te retrouver sur Instagram, on peut te retrouver sur d'autres réseaux sociaux. Oui, sur Instagram, sur le compte Univers du cœur, donc U-N-I-S, voilà, vers le cœur, voilà. Et aussi sur Facebook, sur Johanna Romba. Voilà, donc c'est tout pour l'instant. Moi, je vais vraiment focus sur Instagram. Par la suite, peut-être, je développerai d'autres réseaux, comme par exemple YouTube, mais pour l'instant, je suis vraiment focus sur Instagram. Oui, donc je vous invite vraiment à découvrir le travail de Johanna qui fait un travail remarquable. On va continuer un petit peu dans ces questions. 3 mots adjectifs pour te décrire. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? C'est du challenge, ça. Est-ce qu'on peut me décrire juste en 3 mots? C'est ça, 3 mots. Mais s'il y a besoin de sélectionner, je vais les sélectionner. Un des premiers, je dirais la persistance. Vraiment, un adjectif, c'est vraiment la persistance. Parce que je persiste jusqu'à ce que j'y arrive. Je lâche rien. Voilà, je suis comme ça, en fait, de nature. Ensuite, je dirais la joie. La joie, parce que vraiment, j'aime les gens et j'aime partager du bonheur. Vraiment, j'aime vivre cette émotion qui est tellement vibrante. Et donc, avec la joie, l'humour, j'aime bien rire. J'aime beaucoup rire. Même avec des sujets qui peuvent paraître, qui sont, pas paraître, mais qui sont délicats, lourds. Enfin, voilà. Donc, moi, j'aime bien amener cette légèreté.
Et donc, je dois dire un autre adjectif, c'est ça? Je t'ai dit la joie, le fait d'être persévérante et le rire. Donc, Et du le coup, rire, bon, ben voilà, voilà. ben ça fait trois, tu vois, À voilà, part c'est s'il y bon. en a un autre. Non, parce que Mais joie, rire, ça allait un peu ensemble. Non, non, mais c'est très bien. ce que tu disais aussi, c'est que c'est important, c'est que dans ce genre de sujet-là, bah, c'est ce qu'on s'est dit plusieurs fois, parce qu'on a beaucoup échangé ensemble précédemment, euh, c'est d'apporter un petit peu de la légèreté dans un sujet qui peut être délicat, qui peut apporter justement un peu de joie, etc. Et que c'était important bah, de diffuser toujours un message d'espoir, un message que voilà, il y a la possibilité de se reconstruire et de pas être tout le temps dans quelque chose de lourd. C'est important Mm, aussi. mm, mm. Ben, disons que ce type de sujet, pour parler du sujet dans lequel on parle aujourd'hui, qui est l'abus sexuel, enfin, infantile, ce que j'ai vécu, c'est dans ce domaine que j'agis, et en tant que survivante, donc on va parler survivante aussi, ben, en fait, c'est un sujet qui est déjà lourd. Il Mm. est tabou et lourd par nature, puisque c'est un des pires traumatismes que l'humain puisse vivre, en fait. Pour ne pas dire le pire, parce que après moi je pense que le pire c'est la mort que notre humain puisse vivre, mais vraiment voilà, avant la mort je crois qu'il y a plusieurs traumatismes, c'est un des pires, parce que l'abus sexuel en fait, de manière systémique, il n'impacte pas que la sexualité au sens d'intimité en fait, il impacte sur la vie sociale, financière, enfin, au niveau spirituel, au niveau, enfin, vraiment, voilà, donc si après vous suivez mon travail, vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que c'est, voilà, notre sexualité, elle est liée à tous ces aspects-là de la vie. Donc vraiment, ça a un impact qui est dévastateur donc, sur tous ces aspects-là. Et donc, c'est un sujet qui est lourd, donc par nature. Donc, est-ce que du coup, de parler de ces choses-là, est-ce qu'on doit du coup l'alourdir davantage? Moi, en tout cas, ce n'est pas ma manière de faire, ce n'est pas de ma nature de faire des choses comme ça. Voilà. Mm. Donc, du coup, j'en parle avec sérieux, parce que c'est très sérieux, tout ce sujet-là, mais pour amener une conscience, pour éveiller les consciences des gens, d'accord, pour qu'ils puissent vouloir entendre quelque chose qui est indigeste, bah, c'est important de le rendre digeste. Et c'est ça, cette légèreté que moi je souhaite amener. C'est rendre les choses digestes. Pas légère dans le sens, ah, c'est pas grave, ah, non. On va pas rendre les choses comme si, du coup, Sous-estimé, oui, comme si ça n'avait pas. sous-estimé. Bien Non, sûr, non, il ne s'agit pas de rendre léger dans le mauvais sens du terme. oui, C'est vraiment dans le bon sens. C'est que ce sujet est lourd par nature, donc on va juste le rendre accessible, en fait. Voilà. c'est C'est ça. C'est que ça peut être sérieux, mais avec de la joie, mais pas le léger comme si c'était pas important. C'est ça, bien sûr, c'est ça. bien sûr. C'est sérieux et avec de la joie. Et c'est en fait, c'est en combinant en plus ces deux aspects-là que le message, pour moi, hein, il est Oui, encore plus fort. exactement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire en tant que résiliente, un petit peu du coup, ce que tu as Bien sûr, vécu? bien sûr. Donc moi, j'ai été victime de violences sexuelles, hein. Moi, j'emploie plutôt le terme abus sexuel, même si je sais qu'il fait débat et je tiens juste à préciser ce petit détail, parce que moi, je travaille dans la prévention et parce que abus sexuel est un terme, encore une fois, quand je travaille dans la partie positive et légère, euh, c'est qu'il y a des personnes quand ils vivent ce traumatisme, ils vivent un stress post-traumatique. Et rien que le terme abus sexuel, il est déjà violent. Et si je parle de violence sexuelle, d'accord, c'est encore plus violent. Et l'objectif, c'est du coup de ne pas rendre les choses encore plus lourdes que ce qu'elles ne sont. Donc, je parle d'abus sexuel dans le sens qu'il y a abus de pouvoir sexuel sur vulnérable. C'est ça, en fait, le terme. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de débats sur certaines personnes militantes qui mettent en cause ce terme. Et moi, ce terme, je tiens absolument à le continuer, mais je respecte que le terme violence sexuelle est aussi le terme adapté. Ok, voilà, je fais juste Mhm. ce petit détail. Pour ensuite parler que donc, donc je suis une survivante, non plus une victime, mais bien une survivante, parce que j'ai survécu à ce traumatisme qui est terrible. Donc j'avais 9 ans où j'avais les fers, voilà, quelque chose comme ça. C'est un petit détail qui n'est pas forcément
très important, mais voilà, je crois que j'avais entre 8 ou 9 ans. J'étais quand même petite. Et donc, un moment difficile de ma vie où je n'étais pas avec mes parents. Et donc, du coup, j'ai dû aller vivre chez une famille donc, qui était censée me protéger. Donc, j'étais bien accueillie, super, voilà. Et donc, dans cette famille, donc, j'étais prise vraiment d'affection par un cousin qui me qui prenait soin de moi, mais d'une manière extraordinaire. Donc, il avait 25 ans, d'accord? Donc, il était vraiment plus âgé que moi, hein. Euh, et euh, et c'est une personne vraiment qui était vraiment petit soin avec moi, qui était à l'écoute. Et donc, du coup, c'était comme un papa pour moi. Moi, Oui, tu avais j'avais pas de totalement, papa et oui, ouais, la totalement confiance, confiance. Ah oui, en complètement. confiance, absolument, en sécurité, en Complètement. confiance avec cette personne. Complètement, complètement. Donc, donc du coup, voilà, donc c'est lui mon agresseur sexuel. On sait que plus de 80%, on parle aussi maintenant de 90% des cas d'abus sexuels se passent au sein même de la famille. Donc, c'est de l'inceste, d'accord? Et donc, j'ai été victime d'inceste puisque c'est mon cousin, hein, qui j'avais le plus confiance et qui était la personne la plus merveilleuse autour de moi, qui était gentille, attentionnée et tout, voilà, qui abusait de moi donc 2 fois. Ok. Et avec violence. Bon, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, pas parce que j'ai de la difficulté à en parler, mais parce que je n'ai pas forcément l'intérêt. On sait déjà qu'un abus sexuel, c'est terrible. Pour les auditeurs qui vont, par exemple, écouter, je ne veux pas que du coup, ça active des choses qui peuvent être lourdes, même si moi, je n'ai pas de mal à en parler, puisque je vais très bien vis-à-vis de tout ça aujourd'hui. Euh, donc voilà, donc c'est à ce moment-là donc de ma vie que j'ai été victime. Donc le problème c'est que quand même j'étais une enfant assez rebelle en fait parce que je vivais une situation vraiment difficile dans mon enfance et donc j'étais assez rebelle. Même si j'étais très gentille. Et donc, il m'a menacé de mort si je le racontais. Il a failli m'étrangler. Et malgré tout, comme j'étais assez rebelle dans mon caractère quand j'étais enfant, j'ai quand même décidé de raconter à ma tante, en qui j'avais absolument confiance également. Et donc, ma tante, du coup, a parlé avec ce cousin. Et le problème, c'est que du coup, lui, il m'a frappé. Et donc, ça a été pris comme un mensonge. Ils ont étouffé la situation, l'événement, l'affaire. Voilà, il n'y a même pas eu d'affaire finalement, puisque toute la famille s'est regroupée autour de moi, donc en me disant que ce n'était pas possible, que j'avais rêvé. Enfin, voilà, une pression énorme sur un enfant de 9 ans. Voilà, c'était vraiment une étape terrible de ma vie. Et donc, j'ai tout de suite compris qu'il fallait surtout pas en parler, ok. Donc, en fait, pour qu'on me lâche, qu'on me fiche la paix, excuse-moi le terme, mais c'était ça. J'ai dit, ok, ouais, j'ai dû rêver, désolée, j'ai dû rêver. Donc, j'étais assez intelligente. Maintenant, avec le recul, je me dis, tu vois, c'était une preuve d'intelligence. Déjà, là, j'étais dans la ça. résilience pour pas être dans le déni, mais pour me sortir de cette situation. Et par chance, mon grand-père, avec qui finalement je vivais au départ, et il m'avait laissé dans cette maison chez ma tante et mon oncle, avec mes cousins et tout ça, parce qu'il avait été opéré du cœur et tout. Bon, c'était mon grand-père qui m'élevait, enfin qui m'éduquait. Et du coup, mon grand-père, il est venu et je savais que je ne pouvais pas lui dire ça parce que il l'aurait tué, c'est clair. C'était quelqu'un qui était très protecteur. Et donc, moi, par peur qu'il arrive quoi que ce soit à mon grand-père, parce qu'il faut savoir que les enfants, ils ont tendance à protéger donc les parents, les grands-parents, enfin, la figure d'attachement. Donc, je n'ai pas dit à mon grand-père, mais j'ai juste supplié mon grand-père de me sortir de là et de m'amener avec lui. Et ça a été formidable parce qu'au moment où je lui ai dit ça, il m'a sorti tout de suite de là. Et ça, c'est ce qui m'a sauvée, je pense. Parce qu'il y Il a a eu, entendu ce malgré, message. oui, parce que même s'il n'y a pas eu le fait qu'on m'ait cru, il m'a sorti de la situation d'abus. Et ça, c'est indispensable. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important, de sortir l'enfant de la situation d'abus. Donc ça, déjà, je suis sortie soulagée. Ça y est, parce qu'il n'y avait pas les répercussions de oh là là, j'ai raconté, maintenant qu'est-ce qu'il va me faire? Non, il n'y avait rien. Parce qu'il m'avait en plus menacé de mort. Donc voilà, donc du coup, j'étais partie et donc super. Et il s'est passé que à partir de là, je ne l'ai plus
raconter à qui que ce soit. Donc, j'ai gardé ça pour moi, du coup, pendant des années. Ouais. Et je voulais Oui, justement rebondir là-dessus parce que parfois, enfin, je pense que je voulais avoir ton avis là-dessus, oui, mais que ne rien dire, ne pas raconter, entre guillemets, garder le secret, ce qui oui, arrive très souvent quand on a, voilà, quand on a vécu ce genre de, enfin, quand on a vécu un traumatisme comme ça, parfois c'est encore pire. Ça renforce un petit peu et c'est encore pire enfin, ça rajoute de la honte, de la culpabilité, etc. Et parfois, garder pendant le secret pendant tellement d'années, bah, oui. enfin voilà, ça crée encore plus est-ce que j'ai le droit d'en parler? Est-ce que comment je peux faire? Est-ce qu'on va me croire? Enfin voilà, ça fait remonter encore plus de choses. Ouais, en fait, moi, dans mon cas, ça a été dramatique parce que, en fait, j'ai raconté. C'est déjà très difficile pour un enfant de parler, d'accord? Exactement. Déjà, c'est difficile pour qu'un enfant il reconnaisse une situation abusive. Mm. Voilà, surtout quand on ne reçoit pas une éducation sexuelle adéquate. Donc, on ne sait pas reconnaître. Et quand on reconnaît la situation, moi, je savais que ce n'était pas normal, parce que il essayait, en plus, il essayait de m'étrangler, donc je savais que ce n'était pas normal. Donc, du coup, quand j'ai raconté, donc, en fait, on m'a pris pour quelqu'un qui mentait. Donc, en fait, ça du coup, c'est un double traumatisme, en fait. Donc, c'est une Exactement. trahison, en plus, de la part de ma tante également, qui était pour moi une maman. Donc, c'était vraiment, voilà. Et donc, moi, je parle là dans ce cas que c'était ma tante, c'était mon cousin, voilà. Mais il y a des cas où c'est le père, c'est la mère, c'est la grand-mère, où là, du coup, c'est encore à un autre niveau, sans diminuer ce que j'ai vécu. Mais Mm. c'est la trahison, au niveau de la trahison, pas au niveau de l'abus, mais au niveau de la trahison, c'est Mm. encore plus important, en fait, comme la manière dont l'enfant il le vit. Parce qu'être trahi par un oncle ou une tante, c'est difficile. Mais être trahi par la mère et le père, c'est encore pire au niveau hiérarchique de l'attachement que l'enfant peut avoir avec le parent. En fait. C'est ça. Et, Et ça et donc, invalide la souffrance. Et ça ne reconnaît pas. Le côté, c'est ça aussi qui est super important. Je te crois, c'est des mots tout simples, mais je te crois, c'est important. C'est des mots tellement simples et qui font complètement. tellement du bien, surtout quand on est enfant. Oui. Voilà, j'imagine ce que tu as vécu, à quel point ça peut être, c'est même pas le mot, il n'y a pas de mot en fait. C'est même pas déstabilisant, c'est qu'il n'y a pas de mots, tout simplement. Eh bien, tu sais, Pauline, je travaille avec je travaille avec une équipe internationale de psychologues, éducateurs, enfin voilà, qui agissent pour cette cause de la prévention contre l'abus sexuel infantile au niveau international. Et il y a une femme extraordinaire qui s'appelle Sandra Barilli. Elle a fait son doctorat, elle est psychologue, elle a fait son doctorat en Argentine sur les violences sexuelles faites aux enfants. Et elle dit une chose qui est hyper, vraiment hyper forte en fait. Elle dit que la conséquence de l'abus sexuel, de la violence sexuelle en fait, elle est identique, on va dire vraiment similaire, enfin, elle met au même niveau en tout cas que la violence qu'ont vécu les personnes de l'Holocauste en fait, qui ont vécu l'Holocauste, qui ont été persécutées par Hitler. Hmm. Donc, c'est pour te dire à quel point les conséquences sont énormes au niveau de la destruction que ça peut amener chez l'humain. Hmm. D'accord. Hmm. Ça, c'est quelque chose qui est important de le savoir parce que c'est vraiment, l'UNICEF le dit aussi, c'est vraiment la pire des choses qu'un enfant peut vivre, bien sûr, hors de la violence, vraiment pour le tuer, tout ça, mais je veux dire, ce qui est pire que tout, c'est passer d'ôter la vie de quelqu'un, hein, vraiment le pire de tout. Mais voilà, donc c'est vraiment pire des choses qu'un enfant puisse vivre, c'est vraiment cette atteinte sexuelle, cet abus, c'est très violent en fait. Et donc, euh, donc oui, donc en fait, quand on vit ça, c'est très violent. Et d'en parler, en fait, oser en parler, il faut savoir que c'est une minorité hein, d'enfants qui parlent, d'accord. Ça demande un courage énorme. Hmm. Et quand on parle et qu'on n'est pas accueilli, en fait, ça va revictimiser, ça va potentialiser encore plus le traumatisme. Et en fait, c'est terrible. Donc, en fait, quand on ne parle pas, comme tu dis, il y a ce sentiment de culpabilité, et d'autant plus que la victime, même étant enfant, d'accord, ressent un certain plaisir. D'accord.
Et moi, ça m'est arrivé. Pourquoi? Parce que notre corps, en fait, quand il est, surtout au niveau du clitoris, on a 8000 terminaisons nerveuses au niveau du clitoris, et quand ce clitoris il est stimulé, même si l'enfant n'a pas encore de hormones sexuelles, d'accord, donc il ne peut pas avoir d'orgasme, ok, mais il y a un plaisir de contact, en fait. De la même manière qu'on va chatouiller un petit peu le bras, on va sentir une sensation de guili, ben voilà, au niveau sexuel, c'est pareil, au niveau du clitoris, la petite fille ou même le petit garçon sur le pénis, qui a 4000 terminaisons nerveuses, va ressentir aussi quelque chose, une sensation. Et donc, cette espèce de plaisir qu'il y a, parce que c'est une surexcitation du coup qui se passe, qui va du coup être précoce, forcément, parce que ce n'est pas normal. Du coup, le cerveau n'a pas la capacité d'emmagasiner ça, tu vois, en fait, de gérer ça. En fait, ça va aussi être perturbant parce que on se dit, attends, mais je vais dire, mais du coup, j'ai quelque part un petit peu aimé, tu vois. Exactement. Alors qu'en fait, on peut aimer cette sensation du toucher, mais ça ne veut pas dire qu'on aime la situation, en fait. D'accord? Parce que la situation, elle est traumatisante et c'est un viol, en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que, alors déjà, il y a deux choses. C'est le fait que déjà, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait que déjà, en tant qu'adulte, c'est déjà difficile de dire les choses. Ah oui. Et voilà, de dire les choses, que ce soit un professionnel, un ami, de la famille, de difficile de dire les choses. Et d'avoir, voilà, souvent pour se protéger aussi, on est dans le déni de ce qui s'est passé, etc. Parce que ça peut être tout simplement trop violent, que ça remonte, que ça ressorte un petit peu d'un coup. Donc j'imagine même pas pour un enfant ce que ça peut être d'avoir déjà la conscience de se dire, là je sens qu'il faut que je dise, il y a quand même un truc, etc. Donc déjà ça. Et par rapport au plaisir, est-ce que c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne il y a ce truc qui revient tout le temps. Oui, mais j'ai eu du plaisir, donc c'est que j'ai quand même un peu aimé. Mais est-ce qu'on peut parler d'un bouton qu'on actionne? C'est comme si on actionnait un bouton et on l'éteignait. C'est pas vraiment du Alors, plaisir comme on l'entend en fait. C'est important, je trouve, d'en c'est parler. pas le plaisir de dire j'ai aimé dans le sens je l'ai désiré et je suis contente d'avoir eu ce plaisir. C'est un plaisir dans le sens que le clitoris, d'accord, et même le pénis, la stimulation qu'on peut que le petit garçon peut avoir sur le pénis, en fait, ces terminaisons nerveuses là, elles sont faites pour nous donner du plaisir, d'accord. Donc, ce qu'on ressent, c'est juste la réponse à une stimulation. Voilà, Donc, c'est ça. ça n'a rien à voir, c'est exactement, c'est comme tu dis, c'est comme si on a appuyé sur un bouton, et quand tu appuies sur ce bouton, il y a cette lumière qui s'allume, et puis tu rappuies, tu rappuies cette lumière, c'est un temps, c'est juste appuyer, tu as cette lumière qui s'allume. C'est tout, en fait, c'est une réponse à une stimulation, à un appui, quoi. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant a désiré être dans cette situation. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Donc, mais en même temps, l'enfant, il ne sait pas. Donc, il se dit, mais quand même, j'ai aimé cette situation, et donc, du coup, est-ce que c'est peut-être normal alors qu'il me fasse ça puisque c'est quelque chose que j'aime bien en fait, tu vois. Et donc ça peut du coup empêcher d'en parler, d'autant plus que l'agresseur sexuel, lui, il va dire, tu vois, tu as aimé, donc si tu vas parler, personne ne va te croire, de toute façon, et puis tes parents ils t'aimeront plus, t'imagines la peine que tu vas faire. En fait, il y a une espèce de manipulation qui se fait de la part de l'agresseur sexuel, qui fait que du coup, en fait, l'enfant va se taire, en fait. Okay, et oui, il va le dominer un petit peu par rapport à ça. Mais regarde, tu aimes bien ça, tu vois. Et donc, moi, c'était un petit peu, quelque part... Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est qu'il y a souvent ce côté-là aussi qui empêche, entre guillemets, de prendre la parole. C'est que derrière, il y a plein de choses qui se passent et il y a cette relation déjà, comme tu disais au début, cette relation de confiance. Déjà, elle biaise tout. Ah, mais alors je fais confiance, mais en même temps, il y a ça. Je sens que c'est pas normal, mais en même temps, par rapport à ce qu'il me dit, etc. Enfin voilà, c'est très compliqué. Et on pourrait en plus en parler des heures, quoi. C'est Ah oui, vraiment un bien sujet sûr, bien tellement sûr, important, bien sûr. la sexualité, ce qui se passe. Et c'est pour ça que ça permet à toutes les personnes qui nous écoutent de peut-être mieux comprendre, se dire, ah, mais en fait, voilà, c'est ça. Ah, mais en fait, voilà, apporter un maximum de réponses. Et voilà, enfin, c'est hyper intéressant. Enfin, je sais qu'on pourrait en parler C'est des ça, c'est heures. ça. Oui, parce que quand en plus, souvent, en fait, ce qu'il y a, c'est que les personnes
pense, et d'ailleurs beaucoup de parents, quand ils font de la prévention, qui n'est pas forcément de manière adéquate, diabolisent l'agresseur sexuel en le faisant passer pour un monstre. Sauf que l'enfant, quand on lui parle d'un monstre, d'un méchant, en fait, l'enfant, il est dans le pays imaginaire, quoi. Enfin, il vit dans un monde imaginaire. Donc l'enfant, le méchant, il le voit vraiment comme un monstre et tout. Alors que ce monstre-là qui fait ça, en fait. Moi, le monstre qui m'a fait ça, d'accord, c'était une personne que j'aimais beaucoup, qui n'était pas un monstre. D'accord? C'était une personne la plus gentille, la plus affectueuse, qui prenait soin de moi qui avais tant de carences affectives, qui répondait à mes besoins, en fait. Donc, le fait d'être, en fait, de faire croire ça à un enfant, par exemple, en dehors du fait que ça peut faire peur à l'enfant, donc, c'est pas comme ça que ça doit se faire, c'est clair. Mais bon, en plus, le fait de faire par ça à l'enfant, fait que l'enfant face à un cas d'abus sexuel comme dans mon cas, mais tant d'autres, parce que la majorité des cas, c'est comme ça. D'accord? C'est une personne qui est affectivement proche de l'enfant et qui ne va pas agresser forcément, violenter. D'ailleurs, moi, il ne m'a pas violenté. C'est à la fin, quand moi, je me suis débattue, en gros, je me suis sortie de la situation. C'est là où il m'a bloqué pour pas que je parle parce que l'agresseur sexuel, il ne veut pas que ça se sache. Ok, il veut pas aller en prison, il veut pas que ça se sache, il veut continuer de faire ces choses-là. Donc, l'objectif, c'est de me faire taire. Mais avant, non, il n'était pas violent, il n'était pas agressif. Au contraire, il me faisait croire que ce toucher-là, c'était des touchés d'affect, d'amour, que c'était normal, en fait. Et donc, moi, en tant qu'enfant, sachant que je pensais que les agresseurs et les méchants, les fameux méchants, c'était des monstres, du coup, ça m'a mis dans une espèce de confusion. Je ne savais pas trop si Bien vraiment sûr. c'était adéquat ou pas. Et c'est quand il y a eu cette violence en plus, du coup, de serrer la gorge, que là, j'ai vu que c'était pas normal. Pourquoi il me serre la gorge, pourquoi il me menace, donc, c'est pas normal, vraiment, il faut que je raconte. Mais il n'y aurait pas eu finalement cette violence ajoutée. Peut-être que j'aurais finalement, j'avais rien dit. Il m'aurait juste dit, il m'aurait juste parlé alors, je sais pas, c'est entre nous, t'as aimé et tout. S'il faut, je serais restée là et je serais restée dans le silence. Il m'aurait dit, c'est un secret entre nous. Je sais pas, sa stratégie finalement, voilà, elle m'a sauvée finalement. Il n'a pas eu de stratégie. Il a eu peur. En fait, il a eu peur, il a réagi et du coup, ça m'a sauvée. Parce que peut-être qu'il serait resté dans ce truc, comme je l'aimais beaucoup, peut-être j'aurais gardé le silence. C'est ce qui se passe avec beaucoup d'enfants et qui du coup ne parlent pas. Voilà. Mais effectivement, c'est un sujet qu'on pourrait décortiquer et, amener ça pendant des heures. Effectivement. Effectivement, voilà. Et donc, voilà, dans ce qui s'est passé, c'est que du coup, pour parler de la résilience, c'est que, en fait, j'ai passé des années, du coup, à ne pas parler de ça, puisque du coup, ça n'avait pas lieu d'être. Soi-disant, je l'avais rêvé, personne n'accueillait. Ma mère n'était pas là, mon père n'était pas là. C'était les seules personnes à qui je pu éventuellement parler de ça. Quand j'ai parlé à ma mère, j'étais déjà plus grande, mais ma mère, elle voulait tout de suite aller le voir et tout. Mais du coup, j'ai supplié ma mère de ne pas le faire parce que j'avais trop peur de perdre ma mère, en fait. Donc, du coup, je ne voulais pas. Bah oui, parce que tu avais déjà eu l'expérience et tu t'es dit, voilà, c'est Et donc, ça. je me suis dit, ça va recommencer, ça va faire des problèmes et tout. Je ne voulais surtout pas être la source de problèmes. Enfin, voilà. J'étais encore enfant, mais j'étais même si plus grande. Et ensuite, voilà, j'ai grandi avec ça et je me disais, bon, ça va, en fait, j'ai vécu des violences sexuelles, de l'abus sexuel, mais ça va, je suis heureuse, je suis bien, tout va bien dans ma vie et tout. Ok, ça, c'est jusqu'à ce que je devienne adulte, que je commence dans ma première relation, d'accord? Et Ouais. que je vois, en fait, que je me mets dans des relations abusives, que finalement, j'ai un gros problème d'estime de moi, que j'aime pas mon corps, que j'aime pas mon nez, que j'aime pas, voilà, alors que j'étais franchement, objectivement parlant, j'étais tout à fait mignonne comme tout. Enfin voilà, c'est pas, j'étais une enfant, voilà, je vais pas dire normal parce que j'aime pas ce terme de normalité, quoi, mais enfin je veux dire, j'étais bien constituée, proportionnelle, enfin il y avait rien de qui, j'avais pas un nez tordu, j'avais pas, voilà, c'est dans ce sens-là. C'est vrai que des fois on peut avoir des C'est vrai. complexes parce que on a un nez plus gros, plus mi, plus si. Non, mais vraiment pas du tout. J'allais chercher des problèmes là où finalement il n'y en avait pas. Et puisque c'était lié au traumatisme finalement, sauf que ça, moi, je ne le savais pas, j'avais pas. Et c'est finalement quand je me suis
posée avec mon conjoint, qui était quelqu'un qui me respectait, mais vraiment énormément. Et moi, j'avais tendance à fuir. Je ne voulais pas d'une relation avec lui. Mais quelqu'un qui m'aimait vraiment et tout, donc je fuyais cette relation. Donc c'est marrant parce que du coup, cette relation, on s'est connus, on avait 16 ans. Bon, moi, j'ai pas du tout eu de rapport sexuel avant ma majorité parce que je ne voulais pas. Par rapport à ça, ça m'a freinée du coup. Donc, j'ai pas. Et autant il y a des personnes du coup qui vont le faire très tôt parce qu'elles ont été abusées et tout. Donc, du coup, on se fait. Moi, non, moi, du coup, ça m'a complètement freinée. Et donc, non, j'ai vraiment attendu. Je voulais attendre d'avoir la personne idéale en fait. Et finalement, quand j'ai eu la personne idéale, 16 ans, à 18 ans, on est restés ensemble. Et en fait, non, parce que pour moi, non, c'est pas normal qu'il m'aime comme ça. Pour moi, c'est pas normal. Moi, je cherche plutôt du bad boy, du gars qui est un peu plus. Tu vois, et Oui. ouais, non, mais c'est quand même fou, hein, tu vois, aujourd'hui, avec le recul, je sais tout ça, mais je ne savais pas, moi, à l'époque. Non, c'est ça, c'est qu'on s'en rend pas compte et on fait ce qu'on peut et quand on n'a pas les mots, quand on pense, souvent, bah voilà, il peut y avoir un certain déni tout simplement pour se protéger parce qu'on n'a pas envie de simplement d'être mal. Personne n'a envie d'être mal, personne n'a envie de C'est ça. reparler des choses qui nous ont profondément touchés, profondément fait souffrir, etc. Donc c'est complètement inconscient, on se C'est dirige ça. vers des hommes qui nous font, et de toute façon la vie est tellement bien faite que ça nous fait revivre les choses que on n'a pas, voilà, sur lesquelles on n'a pas travaillé, en tout cas sur lesquelles c'est important de mettre de la lumière. Et toi tu as pu te Mhm. rendre compte avec cet homme-là, mais d'un autre côté en disant mais c'est pas normal, mais en fait si, c'est ça la base, mais ça a été Mhm. déformé, biaisé par ce qui a été vécu avant. Ça, je l'ai compris plus tard, en fait. Ouais, ça c'est ça, Je l'ai c'est le temps de compris après. compréhension. Ouais, exactement. Ça, moi, je compris après en faisant du flashback. Mais Ça. effectivement, sur le moment même, je ne comprenais pas. Bon, j'ai quitté donc mon conjoint, qui est maintenant mon mari, en fait, mais parce qu'on s'est retrouvés 6 ans plus tard, en fait. Hein. Ah, Et c'est génial comme histoire. effectivement, c'est l'amour de ma vie. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de me réconcilier avec moi-même, de faire ma thérapie et pour Mhm. ensuite qu'on se retrouve effectivement. Ce qui est marrant, donc, du coup, j'ai vécu ces situations abusives, je suis passée par là, comme le fait du coup, de faire plaisir à l'autre, tant parce que j'avais cette peur d'être de ne pas être aimé. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait qui se passent suite à ce traumatisme. Il y a plein de conséquences que je ne vais pas forcément donner le détail ici maintenant, mais il peut y avoir tellement de conséquences liées à un traumatisme d'abus sexuel qui font que voilà, on va se mettre dans des relations abusives, qu'on va manquer d'estime de soi, qu'on va par exemple se mutiler. Enfin voilà, il y a tout un tas Des blocages dans la de sexualité aussi qui conséquences. reviennent très souvent. Alors, soit des fois, bien sûr, pas toujours. Soit bloqué, Moi, du coup, oui. c'était un blocage, effectivement. Ou l'inverse, comme Euh, tu disais. J'avais pas de plaisir, mais je faisais semblant d'avoir du plaisir alors que j'en avais pas. Mm. J'osais pas vraiment m'ouvrir, en fait. C'était juste, je le faisais pour qu'on m'aime et pour garder la relation, en fait. Mais en fait, j'étais pas du tout épanouie là-dedans, quoi. C'était pas du tout quelque chose de sain, mais alors absolument pas. Et, c'est par la suite, donc quand j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément normales, notamment quand je regardais un film et qu'il y a une histoire d'un enfant qui se fait abuser dans un film, tu vois. Et là, j'explose en pleurs, en fait, et je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Et je pars en vacances aussi, et donc je suis chez ma grand-mère et quelqu'un tape à la porte, je vais pour ouvrir la porte et je vois mon agresseur sexuel en fait. Donc mon fameux cousin qui m'avait agressé sexuellement quand j'étais enfant. Et mon premier, alors que ça faisait des années que je disais que non, j'ai vécu un abus sexuel et je vais très bien et tout. Et quand je me vois face à face avec lui, j'ai fait demi-tour et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, je vivais un stress post-traumatique. Je rangeais en fait pendant des années, j'ai rongé mes lèvres en fait à l'intérieur, à saigner en fait, hein, à sang. Mais tout ça, c'est des choses que voilà, enfin, je donnais pas plus d'importance, c'était de l'automutilation en fait. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait un problème et j'ai décidé du coup de commencer à avoir des psychologues et de me prendre en charge. Et j'avais 19 ans à ce moment-là. Et c'est super, c'est la question suivante, que justement pour savoir comment tu t'es reconstruite et qu'est-ce qui t'a aidé personnellement. Mhm. Parce que c'est vrai que c'est super important de dire aussi, d'enlever cette espèce de culpabilité, tout ça.
on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte, on a besoin parfois de, voilà, comme tu dis, là, tu as revu ce cousin et ça a réactivé en toi quelque Ben, ça a chose qui été fait que ça a été un déclencheur en disant, là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je veux tout aller, à fait. je veux comprendre, je veux aller mieux. Et voilà, et souvent, il y a un déclencheur parfois quand Oui, on sait, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Parfois, on sait, mais on en parle comme si on est allé chercher le pain. Enfin, tu vois, j'exagère, mais mhm, comme si c'était, voilà. Et... et un déclencheur qui va nous dire, oula, non, là, c'est pas OK. Ça te fait comme si t'étais, enfin voilà, ça te remet en arrière et tu sens que dans ton corps, c'est pas OK. Ça crée un tel bouleversement, telle exact. d'émotion intense que non, là, en fait, voilà, ça nécessite de se faire accompagner. Et donc, du coup, Exactement. Et en fait, c'est ça. Ça a été terrible de le revoir. Alors que moi, je passais toutes ces années à dire, ouais, voilà, j'ai vécu ça, et finalement, et j'en parlais, mais vraiment avec aucun sentiment vis-à-vis de ça, en fait. Ben oui, parce on m'avait mis dans ma tête que non, que c'était pas vrai, que j'avais rêvé, que même si je savais que c'était vrai, ben en fait, à ce moment-là, il y a eu une inhibition, en fait, complète, une annulation de mes sentiments et de mes émotions qui ont fait que du coup, ben, ça a été gelé sur ce moment-là, ça a été figé et je ne me suis plus finalement donné la permission de ressentir ces choses-là. Bon, quelque part, ça m'a aussi protégée, quelque protéger. part, voilà. Exactement. Ça m'a protégée, ça m'a permis De de vivre un petit peu, grandir, de bah voilà, de vivre, vivre ta vie sans. même si, bon, il y avait quand même des Bien conséquences, hein, sûr. bien sûr, hein, mais bon, ça n'a pas été non plus à un stade. Enfin, quand même, s'il y a 11 ans, j'ai quand même voulu mourir quand même, parce que il y a. Donc, si, je ne suis pas arrivée au fait de tenter la tentative de suicide, mais j'avais des idées suicidaires. Et ça, c'est une des conséquences de l'abus sexuel, c'est le fait de vouloir se suicider. En fait, parce que le suicidaire, en fait, il veut pas. C'est pas tellement qu'il veut mourir, mais il veut finalement finir avec la douleur, en fait. Et c'est ça. Donc, moi, j'ai juste souffré et je savais même si je ne savais pas à quoi c'était associé, je souffrais. Et bon, enfin, voilà. Je voulais mettre fin à cette souffrance. Et donc, en fait, donc à l'âge de 19 ans, d'avoir vu ce cousin, ça fait remonter plein de choses en moi. Donc, ça a fait du coup fait jaillir tous ces sentiments qui étaient gelés, en fait. Exactement. Et, exact. Et du coup, le fait d'avoir fait jaillir tous ces sentiments qui étaient gelés m'ont permis en fait, de voir qu'il y avait un problème. Parce que pour pouvoir s'occuper du problème, il est nécessaire de voir qu'il y a un problème. Donc, j'ai vu ce problème. Et quand j'ai vu ce problème, j'ai dit, OK, donc j'ai un problème, j'ai besoin d'être accompagnée. Maintenant, je suis adulte. Bon, ben, ça y est, je rentre dans la vie active. Euh, Désolée, mes enfants. Je suis désolée. C'est une vie de maman. Je vous ai prévenu que je suis C'est ça. maman dans sa vie. Vie de maman directe. C'est ça. Et du coup, donc j'ai voilà, donc j'ai vu ce problème et quand j'ai vu ce problème, je me suis dit bon ben Johanna, là tu vas voir quelqu'un pour parler de ça et puis sans savoir trop où j'allais, mais il y avait vraiment nécessité voilà qu'on s'occupe de ce problème quoi. Parce que du Ouais. coup vraiment ces sentiments quand ils sont revenus, c'est revenu à un niveau où c'était insupportable. Ouais, donc c'est important, pour toi, si je comprends bien, c'est important vraiment d'aller se faire accompagner par un professionnel quand on sent voilà, que tout simplement, c'est plus, le mal-être, il est trop fort. C'est voilà, ne pas attendre, avoir le courage, parce que ça demande aussi du courage de se dire, allez, je décide de me faire accompagner, je décide de me faire ce cadeau et voilà, parce que ça demande d'aller reparler un petit peu de ce qui s'est passé, etc. Donc ça vraiment, ça demande, c'est important de le dire vraiment en courage aussi à ce niveau-là. En fait, c'est une nécessité. C'est une nécessité absolue, en fait. Est-ce que, par exemple, si on se casse une jambe, est-ce que c'est envisageable qu'on reste chez soi et attendre que ça guérisse? C'est très parlant cet exemple. Bah oui, forcément, on va Donc, voir. donc là, on a une fracture émotionnelle. OK? Et est-ce que cette fracture émotionnelle, d'accord, à moins d'être déjà psychologue ou psychothérapeute, psychiatre, j'en sais rien, et encore un psychologue, un psychothérapeute va avoir un psy, va avoir un thérapeute. Après, j'ai donné l'exemple de psychologue, psychothérapeute, donc psychiatre, parce qu'il y a vraiment
plusieurs types de psychothérapie, d'accord? Vraiment, voilà, dans des cas très extrêmes de grandes mutilations, de grandes dépressions et tout, parfois il y a besoin de médicaments. Là, c'est plutôt de l'ordre de la psychiatrie, tout ça, voilà, parce qu'il y a des pathologies qui peuvent se déclencher suite aussi à cette violence sexuelle. Mais par contre, il y a aussi les psychologues aussi. Il y a aussi des thérapeutes qui ne sont pas psychologues, qui font un travail formidable comme ce que tu fais, passant par la libération émotionnelle, par le corps et tout. Et je pense aussi qu'il y a une espèce de… on peut tout à fait aller voir un psychologue ou une psychologue, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir un psychologue. Et ensuite, finalement, j'ai vu plusieurs psychologues. Ça n'a pas été du tout, en fait. Ça n'a pas été du tout parce que je n'ai pas été accueillie. Donc, j'ai été revictimisée. Dans mon espoir, allez, je vais prendre soin de moi et tout, je n'ai pas tellement été aidée parce que j'avais des personnes muettes en face de moi. Et moi, j'étais là, en train de raconter, c'était de la logorée, quoi. Je faisais une espèce de ce que j'appelle la diarrhée verbale, tu vois, parce que je déchargeais tout ça, cette bombe que j'avais à l'intérieur de moi. Et donc, quelque part, on dit, ah oui, mais parler, ça fait du bien. Non, mais c'est bon, j'ai parlé, ok, une première fois. Puis, allez, on revenait à chaque fois dessus. Et puis, voilà. Et j'avais des… En fait, ça me faisait… C'est comme si on appuyait sur une espèce de cicatrice et je ne voyais pas l'issue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici, en fait? C'est ça. Ok, je sais que j'ai… Parler, ça fait du bien, oui, mais s'il y a personne qui nous répond, enfin, surtout en plus nous on parle voilà, dans ce cas de figure-là, parler, ça fait du bien pour la personne, parce que bien sûr, on a l'impression de mettre des mots verbalisés, ça permet de se rendre compte et tout, mais si la personne en face, peu importe, hein, que ce soit même un professionnel, la famille, comme on disait tout à l'heure, un ami, etc., a les bons mots, mais des mots simples, ça peut tout changer en fait. Complètement. Ça change et ça transforme tout. Et ça va justement avec la question d'en dessous, les 3 conseils que tu aurais aimé avoir après avoir vécu ça, voilà, en tant que jeune adulte, tu es en train de te reconstruire. Qu'est-ce qui t'aurait vraiment aidé en fait à ce moment-là, de la part d'un professionnel ou de ton cercle familial, ou qu'est-ce que toi t'aurais aimé dire, mais aujourd'hui avec le recul, j'ai ça, ça, ça et ça qui m'aurait fait du bien. Qu'on reconnaisse ma souffrance, qu'on reconnaisse, qu'on accueille cette souffrance en fait. En fait, les gens, quand ils entendent ça, en fait, c'est tellement difficile pour eux d'entendre tout pareil que du coup, oh mais non, mais ça fait partie du passé, ça y est, maintenant t'es… Non, quoi. Parce que j'avais besoin d'être reconnue en tant que victime, pas pour rester dans la place de la victime. C'est pour ça que, comme je dis maintenant, je ne suis plus victime, maintenant je suis survivante. Je vais très bien maintenant. Mais à ce moment-là, j'avais besoin qu'on reconnaisse parce que je n'avais pas été reconnue quand j'étais enfant. Donc, autant l'enfant, déjà, il a besoin d'être accueilli. Oui, je te crois. Non, c'est pas toi la coupable. C'est lui le coupable. Viens maintenant. Maintenant, tu vas être protégé. Maintenant, je vais te protéger. Ça, l'enfant a besoin d'entendre ça. Et bon, l'adulte, pas forcément le fait que je vais te protéger, non, parce que j'avais plus besoin de cette protection. Mais j'avais besoin, par contre, de cette reconnaissance que oui, c'était quelque chose de grave qui s'était passé. Oui, c'est normal que je souffre à ce point, alors qu'on voulait quelque part étouffer cette souffrance. Et au niveau de des psys que j'ai vus, pourtant j'ai changé de psy, j'ai même un psy qui m'a dit, mais vous allez très bien, qui m'a dit. Mais en fait, je ne vois pas pourquoi vous êtes là, vous allez très bien. J'ai dit, mais mince, en fait, c'est quoi pour vous ne pas aller bien? J'ai besoin de vraiment me mutiler à un point extrême. Je vous dis déjà que je me mutile, je me ronge la bouche et tout. Bien sûr que ce n'était pas des mutilations à me couper, à me tailler les veines et tout. Bien sûr que je n'étais pas à un stade pareil. Parce que fort heureusement, j'avais quand même une vie autour de moi, un environnement de joie. J'ai vécu aussi plein de belles choses dans mon enfance. Donc heureusement qu'il s'est venu finalement équilibrer la balance quelque part. Mais je ne comprenais pas pourquoi ce psy, en fait, ne reconnaissait pas que non, j'allais pas bien. Si moi je vous dis que je ne vais pas bien, pourquoi on me dit que je ne vais pas bien? Donc oui, on a besoin d'être accueillis déjà de la part des professionnels, c'est leur boulot, d'accord, d'accueillir, de reconnaître et de ne pas avoir des muets en face de nous. Enfin, en tout cas, pour moi, pour ma part, je trouve que c'est super important. Et ensuite, en tant qu'aujourd'hui étudiante, chercheuse de cette thématique, de ces traumatismes, donc je le sais à quel point c'est important, bien sûr. Et j'aurais aimé, oui, qu'autour de moi, du coup, mes amis aussi, parce qu'ils étaient plutôt gênés quand je leur en parlais et tout, et j'aurais aimé qu'ils puissent me dire, Johanna, tu méritais pas ça, effectivement, c'est pas normal. Voilà, bon, j'aurais aimé
ça s'est pas passé. Bon, le chemin, après, je l'ai fait par moi-même et par chance aussi. C'est un peu plus tard que du coup j'ai trouvé ces personnes-là en fait, parce que j'en ai quand même trouvé, et qui m'ont dit effectivement, Johanna, c'est pas normal et tout, bien plus tard. Mais il n'y a pas d'âge, dans tous les cas, ça fait quand même du bien. Ça fait, Ah, mais dans complètement, tous les cas, en fait, ces mots-là, complètement, qu'on soit adulte ou enfant, qu'on ait vécu voilà, quelque chose d'aussi douloureux, adulte ou enfant, ces complètement, mots, c'est important, c'est grave, tu méritais pas ça, c'est j'écoute, ça. j'entends et j'imagine à quel point ça a dû être Ça, difficile pour toi, tu as difficile dû pour toi, souffrir. En fait, exactement. tout le monde peut les dire et c'est ça aussi ce message, c'est-à-dire que peu importe si, enfin voilà, qu'on soit professionnel, pas professionnel, Ouais, amical, familial et tout le monde peut les dire parce que c'est tellement simple, c'est pas grand-chose et ça fait tellement de ouais. bien. La personne Et en face attend que ça. tout C'est la à fait, première partie du guérison du travail pour moi. tout Ce qui à permet fait, d'enclencher un ah non, en tout à fait, j'y fait. suis pour rien en fait. Et juste un petit truc en plus, ça serait en quoi je peux t'aider, quoi. En quoi je peux t'aider. Parce que même si finalement, bah non, tu peux pas m'aider, ok, mais déjà de sentir en quoi je peux t'aider, ça veut dire que la personne est Hmm. vraiment avec toi, elle veut vraiment faire quelque chose pour t'aider. Et peut-être qu'elle peut, parce que peut-être que finalement, regarde, tiens, je veux chercher un thérapeute, je suis tombée sur des personnes pas terribles, est-ce qu'éventuellement tu peux m'aider à chercher quelqu'un de, est-ce que tu connais autour de toi des thérapeutes, enfin, je sais pas, enfin, des personnes. Voilà, et du coup, bon, ben, j'ai travaillé sur tous ces aspects. J'ai travaillé sur le plan énergétique, comme bah, la libération émotionnelle. Enfin, donc, C'est hyper la, important, ouais. ouais, la physiothérapie, j'allais dire, tout ce qui est kiné, j'ai beaucoup travaillé sur ça aussi. Donc, ça passe par le corps. Hmm. Et ça, c'est dommage que je n'étais pas connue à ce moment-là parce que bon, à ce moment-là, à cette époque-là, enfin, il y a quelques années, donc tu ne travaillais pas encore dans ça non plus. Mais je veux dire, enfin, voilà, des personnes qui font ce type de travail, non, j'en ai pas. Peut-être que ça c'était pas encore assez. Il y a que maintenant que on commence vraiment à parler un peu plus et que les personnes, les thérapeutes qui se spécialisent dans ce domaine commencent à être de plus en plus nombreux. Et encore, je trouve qu'on ne sont pas encore assez nombreux. Euh, mais effectivement, oui, j'aurais vraiment aimé pouvoir tout de suite bah, tomber sur des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine, que quand j'ai parlé au médecin, quand j'ai parlé au psy, qu'on ait pu me dire à ce moment, enfin, ouais, Ouais. tiens, voilà, ça c'est, bah, écoute, moi je peux rien faire pour vous, mais je connais quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, ou voilà, c'est clair. Puis remettre aussi du c'est normal, c'est pas normal, c'est grave, tu vois, pour qu'on Oui, peut, enfin tu vois, déjà rien que bien sûr. ça, euh, Reconnaître, c'est ça, reconnaître, reconnaître et dire bah non, mais en fait là c'est pas normal, là ce qui se passe ouais, c'est pas normal, c'est pas possible. ouais. Et comme tu dis aussi, se reconstruire sur tous les plans, pour moi c'est hyper important, mais sur le corps, sur l'esprit, sur l'émotionnel. Tout. Et enfin tu vois, quand tu dis tu allais voir un kinésithérapeute, c'est ça? Non, en fait, j'allais dire un physiothérapeute parce Ah, que je suis portugaise et en portugais on dit physiothérapie. Mais c'est oui, parce que c'est sur la physiologique, mais c'est un kiné. ah, En oui, fait, c'est ça. parce qu'en fait, j'avais énormément de douleurs. En fait, après, Bah oui. j'ai somatisé. Donc, Hmm. en gros, bah, enfin, j'ai été voir un rhumatologue parce que j'avais des douleurs partout. Donc, on m'a dit que j'avais la fibromyalgie. Ensuite, bah, j'ai eu une pseudo-maladie de Crohn. Ensuite, en fait, je cumulais toutes les maladies possibles et inimaginables. J'étais en train de cumuler des trucs, mais de dingue, quoi. Hein. Et au Ouais. final, aujourd'hui, mais j'ai rien de tout ça. Tout va bien. J'ai pu, mais bon, le fait d'avoir travaillé faire du kiné, travailler sur le corps, faire du sport, toutes ces choses-là m'ont beaucoup aidé à prendre connexion avec mon corps, puisque par la suite aussi, bah, en fait, en devenant maman, parce que c'est un processus, hein, la guérison. Hmm. La guérison, Exactement. la guérison, c'est se soigner une blessure de ce domaine-là. C'est pas, je vais voir quelqu'un, j'attends qu'elle a une baguette magique et que, en fait, la douleur va disparaître du jour au lendemain et qu'on va effacer ce que j'ai vécu. Et Ça, j'oublie c'est tout. Ouais. exact, ça ne se passera jamais. Et Hmm. ça, en fait, je veux que les personnes puissent comprendre que la résilience, elle est possible, que nous sommes des êtres mais capables de transformation, mais à un point merveilleux. Et j'en suis la preuve vivante aujourd'hui. D'ailleurs, je travaille avec le domaine et non pas avec la haine et la colère, mais de manière au contraire joyeuse, dynamique et tout. Mais pourtant, oui, tu veux me dire peut-être quelque chose? Non, c'est bon, Non. j'écoute attentivement.
Donc, du coup, je me suis dit peut-être que non. Euh, On attends, a parce que tous du coup, cette capacité de résilience oui, en de nous. résilience, mais par contre, je veux aussi que des personnes puissent savoir, être conscientes que, qu'en fait, c'est pas de la magie, que c'est un processus, que ça prend du temps, d'accord? Des fois, ça va être rapide. Enfin, je veux dire, rapide, c'est pas du jour au lendemain, quoi. Ça peut prendre quelques mois, enfin, à un an, par exemple, pour déjà, voilà, aller bien, on va dire. Parfois, en un mois, déjà, il y a des choses spectaculaires qui se passent. Des fois, C'est ça. en une séance, il y a un truc qui se passe qui est extraordinaire. Et des fois, c'est peut-être en quelques années. Donc, et peut-être que parfois, ben, la personne, selon le traumatisme qu'elle a vécu, elle va être suivie ben, toute sa vie. Parce qu'en fait, toute notre vie, on travaille sur notre résilience. Enfin, on travaille, Hmm. on travaille, c'est même pas, je vais pas dire on travaille, mais on se développe et on apprend sur soi, sur le monde, on apprend à gérer enfin, les choses, à ressignifier ce qu'on a vécu, en fait, et pas que sur cet aspect-là, mais sur toutes les choses qu'on a pu vivre. Donc, C'est donc voilà. c'est exactement ça. Souvent, on veut absolument, parce que comme on est mal, on n'est pas bien, et forcément, on n'a pas envie d'être mal, on n'a pas envie d'être bien. On veut qu'en un claquement de doigts, hop, ça aille mieux. Et sauf que déjà, comme tu dis, ça dépend de chaque personne. Et puis parfois même, enfin voilà, on fait pendant un temps, pendant un mois, un an, peu importe, 4 mois, 6 mois, 3 ans, etc. Puis on a besoin d'une pause. Puis après, on reprend avec une autre personne. Et puis comme tu dis, on travaille avec un professionnel, Exactement. avec un kiné, un ostéo. Ensuite, on va faire, enfin voilà, je sais que par exemple Exactement. avec la danse thérapie, c'est hyper important en fait de mobiliser le corps, les Ah émotions, oui, de traiter le trauma dans son ensemble et pas que de le traiter que sous son aspect émotionnel, que sous son aspect corporel, que sous son aspect... Voilà, c'est tout traité et au fur et à mesure et ça se fait par étapes. Et comme tu dis, toi, tu as vu des psychologues et bah voilà, c'était pas quelque chose qui te convenait à toi, mais encore une fois, peut-être que ce sera encore une autre personne, ça conviendra et tu as besoin de faire cette pause et puis après, t'as vu une autre personne qui t'a aidé, tu as vu ce kiné. Donc voilà, c'est tout un... On a cette envie aujourd'hui d'aller vite. Oui, forcément, ça peut faire que du bien d'aller voir un professionnel, d'aller voir quelqu'un, mais à la fois, ça prend du temps. Et puis, c'est c'est vraiment tout entre guillemets, le paradoxe de vouloir aller mieux rapidement parce qu'on n'est pas bien et en même temps accepter que ça prenne du temps et c'est à ce moment-là quand on accepte enfin de lâcher et de se dire ok ben en fait ça prendra le temps que ça prendra, bien mon sûr. corps ne peut pas courir un marathon du jour au lendemain, c'est Non. comme si on disait dans 2 semaines je cours le marathon, allez tous les Oui. jours je vais m'entraîner 3 heures, je vais courir et je vais surtout pas boire et je m'arrête pas et je cours pendant 3 heures, ben en fait c'est pas possible, Non. Il le y aura une corps il ne peut pas rupture, oui. supporter. Donc, c'est comme si on demandait notre cerveau, à tout notre corps, à tout notre système, allez, maintenant, hop là, t'oublies tout. Puis, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on veut oublier, mais c'est pas possible. Tu as Mm. utilisé l'image de la cicatrice, on en avait déjà parlé. En fait, c'est transformer le traumatisme en une cicatrice, en un mauvais souvenir. C'est toujours là, mais émotionnellement, dans le présent, ça nous impacte plus. Exactement. Alors moi, c'est vrai que par la suite, donc tout de suite, j'ai pas trouvé le thérapeute, le psychologue qui convenait. Par la suite, j'ai trouvé des psychologues spécialisés en victimologie, parce que je ne savais pas que c'était ces personnes-là qui est nécessaire d'aller voir en fait. Quand on est victime, c'est important que quand on consulte un psy, on y va voir des psys spécialisés en victimologie. C'est important pour éviter de revictimiser. Ça, c'est un petit point que je voulais juste rajouter. Mais effectivement, après, il y a toutes sortes de thérapies. Donc, quand vous allez voir quelqu'un, vous allez à une séance et vous faites une deuxième quand même pour être sûr. Et sinon, bah, si ça ne convient pas, changez de thérapeute jusqu'à ce que vous trouviez la personne qui connecte avec vous. Parce que la personne, ça peut être quelqu'un de super enfin, qui est très compétent, mais peut-être qu'au niveau du feeling, ça ne passe pas. D'accord. Des fois, ça peut être quelqu'un qui rappelle l'agresseur, ça peut être enfin, des petits signes en fait, qu'il faut que ça ne passe pas. Donc, du coup, c'est important de vraiment trouver, d'être en confiance avec une personne. Voilà. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, effectivement, donc l'objectif, c'est de ne pas être dans l'illusion et dans cette idée de fast-food. En fait, on est dans une génération fast-food, c'est tout de suite maintenant. Donc, je veux aller mieux, donc j'y vais maintenant tout de suite mieux. Non, en fait. Donc, c'est possible, oui. Oui, croyez en votre guérison, Hmm. croyez en votre capacité de pouvoir transformer les choses. À tel point, c'est puissant. D'accord. Vous pouvez être des alchimistes, vous transformer ce plomb en or
Et plus vous avez de plomb, plus vous avez de potentiel pour avoir de l'or, en fait, parce que nos blessures, on peut les transformer, en fait, en des missions de vie, en fait. C'est fort le mot mission de vie, mais c'est amener au monde, en fait, on peut transformer ce qu'on a vécu, c'est difficile. Cette résilience permet du coup justement d'offrir au monde, ça a un potentiel et une puissance incroyable. C'est pour ça que moi je crois beaucoup aux survivantes qui ont fait leur résilience comme toi aussi, d'amener du coup, parce que d'aller du coup faire cette thérapie et tout avec ces personnes parce que tu as vécu ça, tu comprends ça en profondeur, donc tu es dans un accueil, juste sans rien dire, tu es dans un accueil, mais d'amour inconditionnel, et ça, enfin, au niveau, tu sais, moi j'aime beaucoup parler du champ quantique, au niveau vibratoire, c'est très puissant. Oui, il se passe forcément des choses, il y a peut-être ce niveau de compréhension, et toi aussi, C'est quand tu dis, cellulaire en fait. c'est ça, puis c'est un bon exemple, tu dis, voilà, tout ce que tu as vécu, et se servir de tout ce que tu as vécu, d'en faire une force, et aujourd'hui, bah, c'est ta mission, en tant voilà, c'est devenu ton métier aujourd'hui. Oui, Donc tout à voilà, tu as fait. fait ta résilience, et aujourd'hui, tu as fait de ce qui s'est passé une force, et c'est pour montrer à quel point la résilience, elle est en chacun de nous, elle est innée, et tout le monde a cette capacité de résilience à l'intérieur de soi. Et voilà. On le voit avec les neurosciences, en fait, la plasticité cérébrale, enfin, ces connexions qui se font, enfin voilà, c'est incroyable. Le cerveau humain, il est vraiment incroyable. Et donc, on le sait maintenant que c'est possible. Mais effectivement, de rester tout seul, à attendre que ça passe, ça passera pas comme ça. C'est comme je disais tout à l'heure, on a une fracture, on reste pas chez soi tout seul avec sa fracture. Ça peut gangréner, en fait. Et la gangrène va vous tuer, en fait. D'accord? Donc c'est important de s'occuper de cette fracture émotionnelle avec des professionnels. Et après, une fois que vous avez vu les pros et que vous êtes dans un chemin, peut-être qu'éventuellement, vous pourrez continuer le cheminement tout seul. OK? Mais devenir autonome là-dessus, c'est possible, hein, parce que vous seul, vous avez les solutions en vous. Le thérapeute n'est pas là pour vous dire, vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça, mais juste pour enfin, finalement, vous montrer ce chemin que vous n'arrivez pas à voir parce que vous êtes dans cette douleur. Et autre chose, c'est que, est-ce que du coup, plus jamais on ressent la douleur? Non, moi je ne crois pas qu'on ne ressent plus jamais la douleur, en fait. Moi, je crois qu'on devient fort émotionnellement à un point, en fait, que du coup, même si des fois, on ressent une petite douleur de cette cicatrice, d'accord. On a ce truc, tu sais, quand on s'est fracturé quelque chose et qu'on a une cicatrice, des fois, quand il fait humide, ça, on a mal à la cicatrice, tu sais. Donc, la douleur n'est pas intense comme quand il y a eu la fracture, mais une petite douleur. Donc, des fois, ça arrive aussi. Mais moi, des fois, sur certaines situations, je travaille avec des sujets, avec des gens qui me ramènent, des personnes qui me ramènent des histoires d'enfants, mais tous les jours. Et donc, forcément, des fois, ça touche ma blessure. Ma cicatrice, en fait. Et du coup, oui, je ressens un petit truc, sauf que maintenant, je suis capable de l'accueillir, de dire, OK, je te vois, j'accueille, et j'ai cette capacité de dire, OK, tu vois, donc je vais t'accueillir, donc je vais voir cet enfant intérieur en moi, je vais le prendre cette petite Johanna dans les bras et dire, OK, tu as le droit, c'est légitime ce que tu ressens, c'est légitime, tu as le droit de sentir. Voilà, mais par contre, rester dans cette douleur, non. OK, je te vois, tu es là, OK, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour continuer ce chemin, en fait, C'est simplement. ça. Donc, si vous êtes dans l'idée de annuler cette douleur et que plus jamais vous ressentirez rien et que tout ça, ça disparaisse de votre vie, non, ça fait partie de votre vie, ça fait partie de ma vie, c'est mon histoire. Et finalement, aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est une fierté d'avoir cette cicatrice, parce qu'il est évident que si j'avais eu le choix, je n'aurais pas choisi d'avoir ça. Il est évident. Mais par contre, aujourd'hui, je la montre. Et c'est un honneur pour moi de dire, je fais ça au nom de cette cicatrice. Parce que je l'ai vécu, je sais ce que chaque enfant vit. Et je ne suis pas guidée par la peur, mais par le fait que je crois que c'est possible, en fait.
Parce que oui, toi, personnellement, tu l'as vécu. Exactement. C'est ça. Donc, Tu t'es je sais. reconstruite. Donc, tu sais, déjà, tu sais tout Oui. simplement, tu as cette notion de, bah, je l'ai vécu, donc je sais. Et, euh, et ce message, comme tu disais, de joie, d'espoir, de c'est possible, et de tout simplement vouloir faire un maximum de prévention pour éviter justement que ça Oui. arrive encore. Oui. Et Oui. c'est ce que tu disais, c'est par rapport à la cicatrice, c'est en prendre soin. Parfois, comme tu disais, ça fait un peu mal sous l'eau, ou c'est en Mhm. prendre soin, la masser quand ça tire un peu, Exactement. la Exactement. regarder, pas tout vouloir l'ignorer et tout, parce que dans tous les cas, bah, elle Non. sera toujours là. Oui. Mais c'est en faire voilà, c'était un mauvais souvenir. Ça peut paraître très, quand on vit, quand on est encore dans le trauma, etc., ça peut paraître très difficile et incompréhensible en disant, mais moi, j'y arriverai jamais, mais c'est pas possible. Mais on est là pour vous dire aussi que c'est possible Oui. une fois que tout ce chemin, il a été fait. Là aussi, on parle de tout le chemin, de tout ce que tu as fait pour te reconstruire, etc., Bien etc. sûr. Donc, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais le Non. message, c'est pour vous dire que ça peut un jour se transformer en cicatrice. On ne peut pas Bien vous sûr. dire combien de temps ça va prendre, mais le message, il est là, c'est que nous, on croit en vous, on l'a vécu personnellement toutes les deux, et ça devient une cicatrice à un moment donné, Bien sûr. si voilà, en vous faisant accompagner, en prenant ce temps pour vous. Donc, Et parfois, ça demande à faire remonter cette douleur. D'accord? Et c'est ça oui. le plus difficile. Et ça demande à faire ressurgir, à pleurer beaucoup. Enfin, moi, voilà, j'ai eu cette période où, du coup, j'ai eu besoin de pleurer, 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 pleurer. Tu vois. Et ensuite, quand j'ai pleuré, j'étais en colère. J'ai eu cette colère. Donc, oui, c'était mélangé, donc colère et pleurs, pleurs, colère, voilà. Donc, j'ai tout fait ressortir, la colère, le pleur et tout, d'accord? Donc, je l'ai validé, j'ai validé ces émotions, ces sentiments que j'avais, je les ai validés. Oui, c'est légitime, oui, oui, Hmm. c'est là. Et une fois que c'est remonté, que c'est sorti, après, j'ai pu effectivement resignifier. Parce que louper l'étape de ressentir, non, je pense pas que c'est possible en fait. C'est ça, D'accord? c'est parce qu'en fait, toutes les émotions qui auraient dû être vécues à ce moment-là donné, à ce C'est ça, moment T, qui ont été bloquées à un moment dans le corps, c'est eh ça. bien, elles ont besoin de ressortir, de ressurgir, même 10 ans, 15 ans, Exactement. 20 ans après, pour que Tout à fait. le processus de guérison se mette en place. C'est comme Exactement. si, voilà, on t'avait empêché à un moment donné d'être triste, d'être en colère, parce que comme tu C'est l'as dit, ça. t'es arrivé, machin. Donc, on invalide tout ça. Ah bon, bah ok. Sauf qu'en fait, pour faire la guérison, ton corps et ton cerveau et tout ton système ont besoin de comprendre que ça y est, que c'est dans le passé, mais il y a besoin de faire sortir tout ce qui aurait dû sortir, tout ce qui aurait été normal de sortir à ce moment-là donné, en fait. Et comme tu dis, c'est hyper important. Et ça peut faire peur. Et ça fait peur parce qu'on n'a Oui. pas envie. On se dit, mais pourquoi on va reparler de ça? C'était quand même un truc où on n'a pas envie de reparler de ça. Ça fait souffrir. Mais ça fait souffrir. Et personne n'a envie de souffrir. Mais c'est essentiel à un moment donné. Mais voilà, ça Mm. se fait par étapes aussi. On ne va Bien pas sûr. directement, allez, bim, bam, boum, on y va et on Oui, fait sortir tout d'un coup. C'est vraiment étape par étape et ça se tout fait à vraiment fait. accompagné d'un professionnel. Mais Tout à voilà, à un fait. moment donné, c'est important quand on sent que voilà, le professionnel en face le sentira, C'est d'aller ça. libérer ces émotions-là parce que C'est ça. c'est ça qui permet de passer d'un état à un autre et de voir petit à petit. Au début, il y a peut-être une plaie, c'est un peu, ça saigne, etc. C'est peut-être le moment où les émotions elles sortent. Puis après, ça se cicatrise, il y a une croûte qui se forme. Donc du C'est coup, là, on ça. sent que les émotions ont été évacuées. Et après, ça se transforme vraiment en cicatrice, il n'y a plus rien, la peau, elle est tombée. Enfin, c'est l'étape de processus de guérison. C'est ça. C'est Mais ça. c'est hyper important ce que Souvent, tu dis. souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a la blessure. On va, imagine, je me suis pris un coup de couteau, d'accord, violent, et je n'ai pas désinfecté la plaie, j'ai recousu, et voilà, il y a la cicatrice. Sauf que le problème, c'est que du coup, il y a du pu à l'intérieur parce que ça n'a pas été désinfecté. Donc, quelques années plus tard, parfois, il est nécessaire de rouvrir cette cicatrice, d'aller enlever le pu, tu vois. Ça peut paraître un peu Non, mais caca ce que je raconte, c'est mais c'est très vraiment parlant. pour faire comprendre, tu vois. J'aime bien, moi, les petites métaphores, les analogies pour faire comprendre. Donc, on enlève ce pu, on va désinfecter, on va drainer, on va désinfecter, et ensuite, on va pouvoir refermer et cicatriser, mais de manière, du coup, là, avec l'étape, avec le processus, avec toutes les étapes nécessaires à un bon soin, à un Mm, vrai soin. Parce qu'on ne mm. peut pas soigner sans désinfecter quelque part. D'accord? Et ben, c'est pareil. C'est pareil. Donc là, on ne va pas désinfecter notre corps, n'est-ce pas? Mais on va revivre.
ces choses-là, à les accueillir et voilà, donc faire ce mouvement-là. Et C'est ça. Et c'est parce que j'ai vécu ces choses-là et que je sais à quel point ça peut être difficile. C'est possible, mais que ça peut être difficile, hein, ok. Et notamment des personnes que je connais qui ont du mal à se sortir de la place de la victime, qui vivent depuis des années dans cette place de victime, parce qu'elles vivent dans ce passé au lieu de vivre là, maintenant, au présent, parce que c'est dans le présent qu'on vit, et ce traumatisme fait partie du passé qui est à l'intérieur de nous, quelque part. Et c'est pour ça qu'en ayant cette conscience, que je me dis c'est tellement terrible, cette douleur, que j'ai choisi de travailler dans la prévention et non pas dans la thérapie, même si on a besoin de thérapeutes, et heureusement qu'il y en a pour accueillir les personnes. Mais moi, j'ai envie de travailler dans la prévention. Pourquoi? C'est aller à la racine du problème pour éviter que ça arrive, en fait. Pour du coup donner la capacité aux parents, aux familles, aux professionnels, d'accord, de savoir agir de manière à éviter que ces choses-là, ça arrive. Et ça, c'est possible. C'est possible. De manière positive, légère, vraiment avec une éducation sexuelle adéquate, qui ne va pas érotiser l'enfant, qui ne va pas apprendre à l'enfant à faire du sexe, mais au contraire, à connaître son corps, les limites corporelles, donc savoir reconnaître des situations abusives, par le jeu, parce qu'on ne fait pas peur à un enfant, on ne dit pas à un enfant, attention, personne ne touche là, parce que ce n'est pas comme ça c'est trop lourd. Ça peut faire peur à l'enfant. Nous, non, on va parler, on va dire que son corps, il est précieux, que personne n'a le droit de le toucher parce qu'il est tellement précieux, ce corps. C'est comme notre maison, ce corps. Et donc, notre maison, on ne la détruit pas. Et bien, c'est pareil, notre corps, on ne le détruit pas. Personne n'a le droit de le toucher, de l'abîmer. Donc, voilà. Et c'est de cette manière-là qu'on travaille. Et c'est ça qui est essentiel pour que les enfants puissent comprendre que le corps est précieux. Et du coup, non seulement on va prévenir, on va pouvoir sauver des enfants parce qu'on va découvrir les enfants qui peuvent être victimes, d'accord? Et en plus, on va cesser de fabriquer en fait des potentiels futurs agresseurs. Parce qu'un agresseur, c'est celui qu'à un moment donné n'a pas reçu d'éducation sexuelle adéquate, okay, qui ne connaît pas aussi les limites corporelles et la valeur du corps. C'est magnifique Voilà. tout ce que tu dis et tout ce cheminement depuis le début, ton histoire, et là aujourd'hui, c'est la façon dont tu nous présentes les choses et ce que tu fais aujourd'hui. Enfin, je trouve que c'est juste incroyable. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie voilà, d'avoir partagé, de partager tout ça avec vous, avec les auditeurs, et en espérant vraiment que les choses, elles bougent. Moi, je suis très optimiste parce que je crois vraiment que nous sommes vraiment la génération de la mutation, de la transformation. Et que oui, qu'enfin, on va sortir de ce cycle de la violence. Bah voilà, c'était exactement ma dernière question, le message d'espoir et de résilience que tu voulais faire passer. Donc parfait. Et ouais, voilà, c'était ça. Tu vois, j'ai anticipé, j'ai anticipé. Et effectivement, croyez en vous, croyez en votre capacité. Quand je dis croyez en vous, c'est croyez en votre capacité de réussir à transformer les choses, que ce soit au niveau de la violence sexuelle, mais pas que, c'est les violences physiques, verbales et psychologiques, parce que à elles trois, elles sont productrices de la violence sexuelle en fait. Donc c'est toutes les violences confondues. Voilà, ça c'est mon message d'espoir, c'est ça. Magnifique, magnifique, Voilà. Johanna. Merci, encore un grand merci pour ton temps, pour ta confiance, pour cet échange qui aurait pu durer encore 2 heures si on ne s'arrête pas à un moment donné. C'était passionnant d'échanger sur tous ces aspects avec toi. Et un grand merci. Et puis j'espère que ça vous a plu à tous et à toutes. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup. À bientôt.